Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Bienvenue dans ce premier live de l'année 2021. J'espère que vous allez bien et bonne année à toutes et à tous. Je mets juste un petit mot d'accueil. Hop, voilà. Voilà. Bon, il y a déjà beaucoup. Ah ben, il y a que des filles, et que des filles ce soir. Claudine, Nadine, Cathy, Sandrine, Claudine, merci, merci les filles. Le premier homme vient d'arriver. Stéphane, salut. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà. Ok, c'est parti. Vous êtes déjà nombreux. Donc comme je disais, pour ce premier live en 2021, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous avez pris des bonnes résolutions. Euh, donc on va attaquer, on va arriver sur la fin. Il nous reste deux, hein. On a travaillé pas mal avec GG cette semaine, sur la fiche d'Arsenal. Et puis donc on va commencer à étudier quelques fiches d'Arsenal qu'on a reçues. Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs commentaires et leurs fiches d'Arsenal pour pouvoir les examiner. Et donc, on vous expliquera un peu la méthodologie. On va faire un petit point sur la synthèse de ce qu'on a déjà vu. Et puis après, par la suite, on étudiera quelques fiches. Juste avant, pour commencer l'année, voilà, je vous ai mis ça, cette petite phrase là pour vous. Donc c'est une phrase de Laurent Gounel, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit un bouquin qui est super bien, qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Je vous conseille de le lire, c'est vraiment un super bouquin. Et donc il disait qu'on ne peut pas changer les gens, on peut juste leur montrer un chemin pour leur donner envie de l'emprunter. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, nous avec GG, et puis les autres participants, les personnes qui risquent d'être invitées en 2021, qu'on est là pour partager notre point de vue en fait, et on vous laisse la liberté d'adhérer ou non, hein, en vous apportant la connaissance que, que l'on fait à travers nos lives. Et ben, on vous laisse la liberté d'adhérer ou non, de suivre les chemins que vous nous propose. Voilà. Et puis la deuxième petite résolution, ça va être celle-ci, c'est une phrase que j'ai choisie de David Laroche. Vous pouvez aller le voir aussi, il fait pas mal de conférences. Donc, le but d'un objectif n'est pas d'être atteint, le but d'un objectif est de te donner de l'énergie pour aller vers ce qui est important pour toi. Voilà, c'est un peu aussi notre philosophie, c'est-à-dire que le but de l'objectif n'est pas tant d'être atteint, mais la réussite est plutôt dans l'action. Et nous, au travers de nos lives, eh ben, c'est de vous motiver, de vous mobiliser et de vous mettre dans l'action, de vous faire réfléchir. Et ce qui est important on en avait déjà parlé dans l'objectif, c'est le processus. Donc, focalisez-vous sur le processus et, euh, et la véritable réussite, c'est dans la progression, en fait. C'est là où vous allez apprécier, en fait, la progression que vous allez faire, même si le but n'est pas atteint. L'idée, c'est de vous montrer le chemin et de vous emmener à vous rapprocher de votre objectif. Et là, en fait, vous allez apprécier votre progression parce qu'obligatoirement, vous allez progresser. Voilà. Je vais accueillir mon ami GG après ces bonnes résolutions. Voilà. Ah, j'ai Salut, failli prendre. salut GG. Bonne année à toi. Bonjour à tout le monde, tous mes meilleurs voeux, bien entendu, hein, de santé, de bonheur et puis de réussite, que ce soit au bowling ou dans tous vos projets. Ouais, surtout que ça risque d'être une année encore, on va être optimiste, hein, mais encore assez compliqué, hein, parce que les bowling sont encore pas ouverts, bien entendu, et risquent de pas être ouverts. Donc, on a une petite pensée pour les propriétaires de bowling. Tenez bon parce qu'on a besoin de vous. Et il est sûr que quand les bowling vont ouvrir, on va vite, rapidement retourner sur les pistes pour les faire tourner. Voilà, c'est aussi notre objectif, hein, de vous donner de la connaissance pour que vous donner l'envie et la motivation d'essayer. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je disais, donc on va refaire une synthèse de tout ce qu'on a vu
par rapport à l'arsenal, donc assez rapidement. Et puis à la fin, on va étudier quelques fiches, donc des fiches hommes. On vous expliquera pourquoi après on a pris cette décision-là. Et, et donc voilà. Donc On va pas oublier les dames, ça sera la semaine prochaine. non, tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. Donc un petit rappel de l'objectif, c'était de construire un arsenal en fait pour pouvoir s'adapter aux différentes conditions de jeu. Et on avait vu qu'il y avait trois types de conditions en règle générale qui pouvaient évoluer. Donc, on a les pistes à zéro. Donc là, avec la délicatesse de se dire, en fait, avec quelle boule je vais commencer. On en avait déjà parlé, hein, GG, notamment avec la boule de référence. Et de prendre la bonne boule qui va me permettre tout de suite de rentrer dans l'action, d'être dans la poche et peut-être de faire SRAC, donc d'être dans la scorabilité. Puis après, obligatoirement, le village va évoluer. Donc il y a des transitions qui vont se faire. On le verra dans la deuxième partie de live en 2021, début 2021. Et puis après, il y a toujours la fin de la compétition où là, ça commence vraiment à s'assécher et peut-être à finir moins. Donc là, il y a des ajustements à faire. On va voir comment l'Arsenal peut nous aider effectivement à en fait s'adapter à toutes ces conditions de jeu et son évolution. Donc pour cela, on va choisir en fait différentes matières, différents types de noyaux et différentes surfaces. Donc les 5 types de réactions de base, GG, si tu peux nous en parler, si tu peux Ouais. nous en dire 2 mots. Alors là, on a essayé de simplifier pour être le plus clair possible. Donc, on les a classés en fait. Voilà, la première réaction, c'est une réaction forte, c'est-à-dire c'est une boule agressive, mais qui va avoir une réaction douce. Donc, c'est plus ce qui va ressembler à une boule de référence, par exemple. Ensuite, vous avez une réaction forte, mais angulaire. Hein, la première est douce, donc c'est plus en arc. Hein, le crochet est régulier et doux. La deuxième, c'est donc une réaction forte angulaire. On va surtout s'en servir sur des villages longs ou des villages plus longs. Voilà. Ensuite, on a une réaction faible, donc une boule faible qui a une réaction douce également, et une boule faible qui a une réaction angulaire. Hein, vous voyez, ça vous donne déjà pas mal de possibilités. Et puis, en plus de ces 4 réactions, vous avez celle de votre boule de référence. Donc déjà, ça veut dire que si dans l'arsenal, on retrouve à peu près tout ce type de réaction qu'on peut avoir, ben là, on est capable d'utiliser pleinement en fait la typologie des pistes et de la réaction de ce que demandent les pistes. On peut en tout cas arriver et avoir confiance en disant dans mon arsenal, en fait, là, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir m'adapter à ce type de conditions de jeu. Et que ce soit à piste à zéro, l'évolution ou en fin de compétition. C'est vraiment l'arsenal de base, hein, sachant que vous pouvez encore intervenir sur la surface des boules. Hein. Bon, bien sûr, à ces 5 boules, vous avez la boule de sper, ça vous fait 2 sacs de 3 boules. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Hein. Donc, avec les pads abrasifs, ça vous fait une vingtaine de réactions différentes, quoi. Oui, donc avec les pads, effectivement, on rajoute encore des possibilités. Des possibilités parce qu'on va jouer là, par contre, sur le break notamment et sur la réaction. Avancer ou reculer le break, hein, pour vous adapter à ce que demande la piste. Ouais. Donc, dans un premier temps, on avait vu justement les matières et les finitions. Donc, on avait vu qu'il y avait différents types de boules, en tout cas dans le cadre de la matière. GG, si tu veux bien nous en parler. Oui, vous avez tous, enfin, pour la plupart, une boule de sper, donc il vaut mieux que ce soit une boule polyester. Pourquoi polyester? Parce que c'est une résine qui est beaucoup plus dure et donc plus glissante. Et le but pour réussir ces spers, c'est d'avoir une trajectoire la plus fiable et la plus simple possible.
Donc la boule polyester, ça vous permet de supprimer les problèmes d'évolution du village. On ne s'occupe plus des zones sèches, des zones de transfert. La boule, elle va droit, quelles que soient les conditions de jeu, et c'est ce qu'on vous conseille d'utiliser pour jouer les sphères. Après, vous avez les uréthanes, résines uréthanes, qui sont la base des résines réactives. Donc là, ça génère plus de friction. Et puis aujourd'hui, vous avez énormément de boules d'uréthane qui sont beaucoup plus agressives que celles qu'on a connues dans les années 80. Donc ça, c'est bien c'est bien d'en avoir au moins une dans votre sac pour les conditions plus sèches et les villages courts en particulier. Ouais. Après, vous avez les réactifs faibles. Ce que j'appelle réactifs faibles, c'est les boules début de gamme. Il y en a chez tous les grands fabricants. Donc, c'est pas très poreux, c'est pas très agressif. C'est bien aussi d'en avoir une dans votre sac. C'est votre première boule réactive quand les pistes sont pas très huilées, quoi. Après, vous avez les réactifs Pearl. Alors, les Pearl, c'est en fait un mélange de résine réactive avec des agents glissants. Donc il y a, ça vous permet de repousser, d'éloigner le break, de garder l'énergie plus longtemps, et donc vous avez une réaction qui est beaucoup plus anguleuse au break. Donc à déconseiller en boule de référence. Et à déconseiller aussi, je sais bien que la plupart des joueurs français le font, mais sur les pistes à zéro. On verra plus tard pourquoi. Okay. Et ensuite, vous avez les réactifs hybrides. Donc les hybrides, c'est un mélange de résine Pearl et de résine solide à divers pourcentages. On ne connaît pas toujours le pourcentage. Et l'avantage, c'est que c'est un peu plus stable que les réactifs Pearl et c'est un peu plus maîtrisable. Et ensuite, les réactifs solides. Donc là, c'est une résine avec des additifs pour créer des porosités beaucoup plus importantes. Donc, ça augmente la friction. Ça avance le breakpoint, bien sûr, puisque ça augmente la friction. Et par contre, ça demande un entretien beaucoup plus régulier, parce que ça absorbe beaucoup l'huile et très rapidement surtout. Voilà. Donc dans un arsenal, si vous avez une polyester, une uréthane, une faible, une pearl, une hybride et une solide, déjà vous avez la base de l'arsenal. Vous savez tout. Ouais. Mais tout ça est quand même dépendant, on va le voir, du compromis vitesse-rotation, de la vitesse que vous avez, du nombre de rotations, etc. Ouais. J'ai une petite remarque de Jean-Marc Léon, dont on verra son arsenal notamment. Jean-Marc, il nous dit plus la variation du positionnement du PAP, cela multiplie encore la possibilité. Oui, ça, il parle de l'angle de rotation latérale. Ouais. Non, en fait, il parle de la position pin PAP sur l'équilibrage et les angles val et les angles. Mais ça c'est la position du PAP au lâcher, suivant que le joueur fait rouler la boule entre 0 et 30 degrés, par exemple, ou entre 30 et 60 degrés, et 60 et 90 degrés. Mais tout le monde n'a pas ces compétences. C'est vrai que ce qu'on propose avec Eric, c'est que bien sûr, vous soyez capable d'avoir au moins 2 lâchers différents pour changer la position de votre axe de rotation. Elle est intéressante, ta réflexion, parce que là, en fait, on parle de compétences du joueur et les compétences d'adaptation. Et c'est vrai que on en parlera certainement la semaine prochaine, mais l'arsenal, vous pouvez avoir le meilleur arsenal du monde, il vous faut aussi des compétences tactiques, parce que le matériel, on va s'apercevoir que le matériel ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il faut être aussi capable de jouer différentes lignes de jeu, de pouvoir modifier sa vitesse, etc., etc. Parce que le matériel va pouvoir le compenser, mais
dans la performance, il faut savoir aussi avoir des compétences tactiques. Ralph, oui, alors j'ai bien reçu ton SMS, sauf que il faudrait que tu me remplisses la fiche d'Arsenal, et puis on va pas pouvoir l'étudier ce soir, mais on pourra l'étudier si tu nous envoies la fiche d'Arsenal, voilà, que tu peux télécharger sur le site. Tu verras le lien à la fin. Alors, en général, sur vos fiches d'Arsenal, c'est la vitesse de boule et les rotations. Parce que pour nous, si vous voulez, pour pouvoir vous conseiller, il faut absolument qu'on ait ces informations-là. Sinon, et puis les conditions de jeu sur lesquelles vous jouez le plus souvent. Voilà. Donc, retenez bien, avoir un bon arsenal, c'est parfait, c'est bien parce que ça va vous permettre de vous adapter à différentes conditions de jeu, à différentes situations, notamment aussi avec l'évolution. Mais les compétences, ça remplace en rien les compétences tactiques. Hein. S'il y a un village qui vous demande de jouer première flèche, type un village court par exemple, et que vous n'avez pas joué première flèche, bah, ça va être compliqué. Voilà. Donc, par rapport à ce que nous disait GG précédemment sur les différentes réactions, voilà le schéma où vous avez de la polyester à la réactive solide. Donc, on voit la polyester qui va droit, l'uréthane qui est plutôt doux et tranquille sur la finition. La réactive pearl où là, la boule va glisser beaucoup plus loin, mais va avoir une réaction angulaire. La réactive hybride qui va aller un peu plus loin aussi, mais qui va avoir une réaction plus douce, et la réactive solide qui va se mettre à rouler beaucoup plus tôt, avoir une finition qui va être très forte. Alors ces réactions-là, elles vont être variables en fonction des conditions de jeu. C'est-à-dire que si vous avez des conditions de jeu sèches, par exemple, et que vous jouez avec une réactive solide, eh ben la boule elle va pas finir autant que vous pensiez qu'elle le fait. Pourquoi? Parce que la boule va se mettre à rouler très très tôt. Sur des pistes sèches, si vous jouez avec une uréthane, l'uréthane va peut-être finir comme une réactive hybride. Et inversement. Voilà, tout dépend sur le support sur lequel vous jouez et tout dépend aussi sur l'état des conditions de jeu, le village, le volume, la longueur, etc., etc. Bah, on parle surtout en termes de friction. Est-ce que la piste Ouais. Génère de la friction? C'est un synthétique, un vieux synthétique qui est usé, donc ça génère de la friction. Est-ce qu'il y a beaucoup d'huile, etc. Donc s'il y a beaucoup de friction et que vous jouez avec une boule solide très agressive, il est évident qu'elle va perdre de l'énergie très tôt. Le PAP il va s'aligner, votre axe de rotation il va bouger très tôt et la boule elle va finir tout droit. Et vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, bah tiens, ça n'a pas l'air dégraissé au bout. Hein, c'est la réflexion qu'on entend le plus souvent. En fait, c'est simplement parce que la boule s'est mise à rouler trop tôt. Ouais. Donc, elle finit tout droit. Ouais. C'est une des raisons aussi pour lesquelles il peut y avoir comme résultat des splits ou il peut y avoir l'équidisque qui reste ou des choses comme ça. Parce que là, en termes de, c'est effectivement comme tu dis justement, c'est en termes de friction. On avait vu aussi tout ce qui concernait le RG, le différentiel. Et donc, notamment avec les différents chiffres que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement, vous avez indiqué sur le live où aller chercher les informations. Donc, vous tapez le nom de la boule et là, vous allez trouver les RG. Donc, un bas RG, vous voyez les chiffres bas, moyen et haut RG. Donc, pour synthétiser, le bas RG, la boule va se mettre en rotation rapidement et le haut RG, par contre, la boule va se mettre en rotation très tardivement. Donc, nos conseils théoriques, hein, c'est que quelqu'un qui a une vitesse de boule élevée, on va plutôt aller sur des boules à bas RG, et les personnes qui ont des vitesses de boule faibles, on va aller plutôt sur des RG qui vont être élevés pour les aider à avoir de la profondeur. Alors, une petite précision, parce que là, le ORG, vous voyez, c'est 2,551 à 2,800. En fait, les boules de strike, hein, les boules réactives, elles sont ça s'arrête environ à 2,600. Hein, après, les boules de spare, ça va au-dessus. Hein, certaines boules uréthane aussi, mais il n'y a pas de boules qui arrivent à 2,800. Hein. Pas encore. Pas encore.
Au niveau du différentiel, bon, pareil, il y a des chiffres que vous pouvez trouver sur Internet ou sur le site AGG aussi, notamment. Donc, on a différents différentiels bas, moyen et élevé. Et on va voir que ça a une incidence, en tout cas, sur le flair. Donc, un différentiel bas, ça va créer un flair. Donc, le flair, c'est la bande de roulement qui se croise, qui va être plutôt faible, et des bandes de roulement qui vont être très rapprochées. Donc, il va y avoir moins de friction entre la boule et la piste. A contrario, un différentiel élevé, donc qui va de 0,051 à 0,60. Là, on va avoir un flair important des bandes de roulement qui vont être écartées. Donc, la friction va être très importante. Et donc là, plus de perte d'énergie, effectivement. Donc ça va être bon pour des volumes qui vont être plutôt, volumes d'huile qui vont être plutôt importants. Et comme tu disais tout à l'heure pour le RG, donc là, il est conseillé, si vous avez beaucoup de vitesse, bah, plutôt un différentiel élevé. Si vous n'avez pas beaucoup de vitesse, plutôt un différentiel bas ou moyen, hein, pour générer moins de flair, moins de friction. Ouais. Et quelqu'un qui aurait beaucoup de rotation. Alors plutôt un potentiel de flair bas, Ouais, hein, parce que les rotations, ça génère de la friction aussi. ouais. Si vous avez plus de rotation que de vitesse en particulier, faut surtout pas prendre une boule avec un différentiel élevé. Ouais. Et donc là, vous voyez, en fait, les bandes de roulement. Donc à gauche, j'avais une boule, une Columbia U300, ça n'existe plus, ça d'ailleurs, avec une seule bande de roulement. Donc ça, c'est une boule polyester. Et Voilà. un différentiel moyen, vous voyez des bandes de roulement très rapprochées et complètement à droite, un différentiel élevé, vous avez des bandes de roulement qui se croisent beaucoup et qui sont beaucoup plus écartées. Donc là, il y a C'est le il même va y nombre avoir, c'est le même nombre de rotations, hein, ouais, de ouais, boules. ouais. Mais il va y avoir un écart de friction, en tout cas, entre les trois boules. Voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et on a aussi deux types de boules, les noyaux symétriques et les noyaux asymétriques qu'on avait vus. Ouais. Donc, là, pareil, donc en explorant vos fiches, là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une diversité sur les noyaux symétriques et asymétriques. Et les différences entre les deux, principalement, c'est que les noyaux asymétriques risquent d'avoir plus de friction que les noyaux symétriques. Bah, c'est-à-dire que là, au moment où la boule commence à rencontrer de la friction, la réaction est beaucoup plus violente avec les asymétriques, hein. Le changement de direction est beaucoup plus violent, beaucoup plus court. Ouais, Et donc, si vous avez plus de vitesse que de rotation, il vaut mieux avoir des boules asymétriques. À l'inverse, si vous avez plus de rotation que de vitesse, il faut éviter les boules asymétriques, quoi. C'est bien d'en ouais, avoir. ouais. Et donc, comment on peut rappeler, GG, comment on fait pour observer si dans son arsenal on a des boules symétriques ou asymétriques? On peut le voir sur la surface. Voilà, à la surface de la boule, vous avez le repère que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le pin, c'est-à-dire l'axe du noyau, la position verticale du noyau, hein, qui repère l'axe du noyau. Vous avez sur les boules symétriques un deuxième repère qui est le centre de gravité. Donc vous n'avez que deux repères à la surface de la boule. Ouais, Sur les asymétriques, vous avez un troisième repère, hein, qui s'appelle le Masbia ou le PSA, enfin il y a différentes appellations. Et il se trouve à 90 degrés du pin, hein. Donc vous avez voilà, hein, les deux. Voilà, hein, vous avez le pin et le Masbia qui sont à 90 degrés l'un de l'autre. ouais. Donc, il y a deux axes sur un noyau symétrique et trois axes sur un noyau asymétrique. Il y a trois repères sur un asymétrique et deux repères sur un noyau symétrique. Et donc, le dernier point qu'on avait vu, donc là, c'est notamment le PAP et donc votre vitesse et votre rotation. Et donc là, ça va déterminer en fait les paramètres de votre jeu.
hein. Donc, on n'est plus sur les paramètres du matériel, mais les paramètres de votre jeu. Et donc là, en quelque sorte le pulse se referme. C'est-à-dire qu'on a vu les caractéristiques des boules, et puis on va mettre à côté les caractéristiques de votre jeu. Et c'est comme ça après qu'on va construire en fait votre arsenal et qu'on va pouvoir notamment définir la boule de référence. Donc on va pouvoir, avec votre vitesse et votre rotation, c'est pour ça que GG disait que c'était important d'avoir cette information-là, parce que et même le perceur, hein, sans ces informations-là, va avoir du mal à vous conseiller sur une boule. Donc, il va être obligé un peu de vous regarder jouer, de vérifier si vous avez plus de vitesse que de rotation, ou inversement, ou si c'est équilibré. Donc, il va vérifier votre axe de rotation sur le plan vertical, donc ce qu'on appelle l'axis tilt. Puis après, sur le plan horizontal, ce qu'on appelle l'axe de rotation. Puis votre vitesse de boule, puis votre nombre de rotations. Et Ouais. avec tout ça, en fait, ça va être vraiment caractéristique de ce que vous faites, vous, de votre jeu. Donc, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de faire du copier-coller. Par exemple, de prendre un joueur en disant, tiens, il joue avec cette boule-là, ça a l'air bien, sauf que les caractéristiques du jeu du joueur ne correspondent peut-être pas à celles que vous avez vous. Alors là, si vous voulez, on ne peut pas vous demander, on vous demande pour l'instant la vitesse et les rotations, mais c'est vrai que ça serait aussi intéressant de savoir où vous placez votre axe de rotation quand vous lâchez la boule, savoir si vous êtes un joueur qui fait glisser la boule ou si vous êtes un joueur qui fait rouler la boule. Hein, ça aussi, ça intervient quand même. Et puis savoir si votre axe de rotation, il est près du plan horizontal ou bien s'il est en l'air, c'est-à-dire s'il est en l'air, c'est que vous faites glisser les boules, vous avez une petite bande de roulement. Donc tout ça, ça permet vraiment de caractériser avec précision le jeu du joueur, définir le jeu du joueur. D'ailleurs, ces quatre dernières caractéristiques sont utilisées pour programmer un robot pour qu'il puisse reproduire le jeu d'un joueur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on vous avait montré le tableau de correspondance. Donc, pour avoir un compromis vitesse-rotation équilibré, donc 1, 2, 2, 3, 3. Donc ça, vous pouvez le retrouver facilement, notamment dans le dernier live. Et puis après, on a des différentes catégories où soit vous avez un jeu où les rotations dominent fortement les vitesses, les rotations dominent légèrement. C'est équilibré au niveau du 3 et au niveau du 4, on a légèrement plus de vitesse que de rotation. Et au niveau 5, on a fortement plus de vitesse que de rotation. Donc ça, on en avait parlé la dernière fois, GG, c'était que lorsqu'on est dans le 2, le 3 ou le 4, bon, on peut créer un arsenal assez cohérent, et ça ne gêne pas. Mais lorsqu'on est dans le 1, lorsque les rotations dominent fortement la vitesse, on va pouvoir créer un arsenal, mais avant tout, il va falloir essayer d'augmenter, voir dans son jeu comment on va pouvoir quand même augmenter la vitesse. Parce que on va rester sur un arsenal qui va être basique pour justement compenser la vitesse. De même en 5, si on a plus de vitesse que de rotation, on va pouvoir toujours essayer de créer un arsenal qui va nous permettre de compenser ce manque de rotation. Donc, on va avoir beaucoup de solides, on va pouvoir avoir beaucoup de bas RG, etc., etc. Mais on n'aura que ça dans son arsenal. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut augmenter son nombre de rotations pour se rapprocher du 4. Donc, l'idée, c'est que le 1, on aille vers le 2 et que le 5, on descende vers le 4 pour essayer de retrouver quelque chose d'équilibré. Il y a une petite réflexion, enfin une grande réflexion dans Tau qui nous dit, du coup, pour les joueurs à dominante rotation, c'est-à-dire plus de rotation que de vitesse, quitte à avoir une asymétrie, il vaut mieux une solide pour qu'elle reste contrôlable. Oui. Moi, je suis pas trop d'accord, mais enfin, en particulier pour Anto qui joue sans le pouce, hein, Ouais. il a une bonne vitesse, hein, mais il a beaucoup de rotation. Donc une asymétrique déjà, c'est pas un bon choix.
Et voilà, c'est mieux des hybrides ou ah. Bon, les pearls, c'est bien aussi, ça glisse loin, mais quand on met beaucoup de rotation, ça traverse la piste, hein. Donc, faut trouver un équilibre. Et puis, il faut tenir compte aussi des conditions que vous allez rencontrer, hein. Oui, mais je disais oui parce que ça peut être intéressant quand même d'en avoir une dans son sac si à un moment donné il faut monter, c'est ce qui va lui peut-être lui permettre de monter sur la quatrième, cinquième flèche ou voire plus haut. Et si effectivement il a beaucoup de rotation, mais s'il peut tomber sur les conditions de jeu qui sont très huilées, c'est toujours. Mais effectivement, ça va pas être quelque chose qui va être énorme dans son sac. Faut au moins qu'il en ait une. Ça peut être intéressant. L'asymétrique, justement, pour lui, ça sera bien à condition de jouer quatrième ou cinquième flèche, Tout à fait. hein. Là, il va falloir que la boule elle revienne. Sinon, bah, le break, il va pas être facile à maîtriser, quoi. Avec ce qu'il met dedans, lui. Tout à fait. Ouais. Une question de Véronique. Comment connaître la vitesse de rotation? Bah, je t'invite à voir le live. Je crois que c'est le 17. Je crois que c'est le live 17 où on explique comment on montre le calcul de la vitesse et le calcul de la rotation. Sinon, tu peux voir le commentaire de Danto. Ou dans le Il, 18. Dans le il 18, explique c'est l'identification. l'identification du joueur. Donc, dans le live 18, tu peux le Oui. retrouver sur le site de la fédération. À la fin, sur le dernier slide, on met le lien où tu peux récupérer. Je vous rappelle, hein, vous pourrez récupérer toutes les présentations qu'on fait. Et vous pouvez revoir en replay aussi sur la page FFBSQ, sur la page YouTube, vous retrouvez tous les lives. Il y a Christian, salut Christian, qui nous dit salut, il peut y avoir un intérêt à changer d'axis-tilt pour la glisse. Oui. Euh, alors, moi, je vais donner mon opinion par rapport à ça, c'est que pour avoir eu pas mal d'échanges avec les coachs, ils disaient que l'assisté, c'est ce qui est le plus difficile à modifier. Et donc, ils ne conseillent pas de modifier l'axistite parce que c'est dur à modifier, il faut s'entraîner beaucoup, et c'est dur à répéter parce qu'après, naturellement, on revient dans sa position naturelle. Donc, de pouvoir garder son axistite, effectivement, l'augmenter, ça va amener plus de glisse, plus de profondeur, mais il faut pouvoir le répéter derrière. Voilà. Hein, on parle toujours de maîtrise, hein, Christian. C'est la maîtrise. Et ce qu'il vient de dire, Eric, c'est vrai, hein, c'est vraiment, si vous voulez, même les pros, c'est la dernière chose qu'ils vont travailler, hein. On va travailler plein de choses avant. Ouais. Hein, c'est trop difficile à maîtriser. Ouais. Et même un jour, je discutais avec Del Warren quand j'étais à Singapour et je lui expliquais qu'il y avait un joueur qui avait un tilt négatif. Hmm. C'est-à-dire qu'il était pas au-dessus, mais il était en dessous. Donc, ce qui fait que là, en fait, la boule, elle fait que rouler et elle a très peu de finition. Et je lui disais quel type d'équilibrage ou quel type de boule pouvait convenir à ce tir de positionnement du tilt. Donc, il dit, bah, faut que tu ailles chercher quelque chose qui va être angulaire pour l'aider à avoir de la finition et puis quelque chose qui aille loin. Mais il dit, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que il remonte son tilt. Il faut Ah pas ouais, qu'il garde son tilt en bas, ouais. Parce travailler le qu'il, ce qu'il dit, il y a pas beaucoup de joueurs. En tout cas, il y a pratiquement aucun joueur. Je parle de joueurs performants, des joueurs à un jeu normal, on va dire, qui jouent avec un titre négatif, en tout cas qui sont performants. Ça peut arriver sur les jeux à deux mains, où l'axe il est vers le bas, mais eux ils compensent en fait par la puissance, par le nombre de rotations et par la vitesse. Mais il me dit la première chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu remontes son titre. Là, lui. Voilà. Mais en général, les joueurs sans le pouce, à deux mains, c'est parce qu'ils cravatent la boule quand ils C'est mettent le ça, tir trop bas, hein. c'est Ils ça, oublient de courir, hein. Ils c'est oublient ça, de faire la main, c'est ça, hein. c'est ça. C'est ça. Mais assez souvent, effectivement, l'axis-tilt, quand il descend, bah, en fait, c'est souvent là, parce que en fait, l'épaule, elle revient, on met un coup d'épaule, et en fait, le poignet derrière, en fait, il casse comme ça.
et donc ça mène le tilt vers le bas. Il y a Tony qui nous pose une petite question. Salut Tony, bienvenue. Pour un joueur à deux mains, privilégier une petite distance pin PAP, surtout pour les boules angulaires. Ouais, ça les stabilise en fait. Oui, bien sûr. Ça n'a pas été suffisamment utilisé. Ça a eu une mauvaise presse, hein, les petites distances PIN PAP, il y a de ça quelques années. Mais tu as raison de le souligner, Tony. Aujourd'hui, c'est une bonne solution. C'est une solution qu'il faut utiliser. Il faut en avoir au moins une dans son sac. Et puis, par rapport au type de jeu du joueur, pour certains joueurs, peut-être qu'il leur en faut plusieurs, quoi. Ouais. Mais je trouve que dans l'ensemble, les joueurs, ils ont tendance à avoir trop, je me trompe peut-être, hein, mais je trouve qu'ils veulent trop avoir des boules agressives dans leur sac. Et trop des boules violentes, surtout. Ouais. Et quelquefois, tout à l'heure, on voyait, on parlait des réactives faibles. Les réactives faibles, je trouve que c'est vraiment des bonnes boules, les réactives faibles. Ouais, ouais. Parce que c'est des boules passe-partout où on peut commencer à jouer avec, parce qu'après, on peut toucher aussi un peu la surface. Et après, elles durent assez longtemps et elles sont contrôlables et elles ont un bon impact dans les pistes. Et souvent, bah, on en a parlé, hein, c'est que les joueurs au bout d'essai, déjà, ils vont prendre une boule qui vont être déjà agressive, quoi. Euh, ouais. Bon, après, c'est une histoire de confiance aussi, hein. Le problème des boules début de gamme, c'est que le noyau n'est pas très fort, donc on ne peut pas monter avec ce genre de boule, hein, parce que ça n'a pas une puissance d'impact importante, quoi. Joël qui nous pose une question. Pour un même lancer, même boule, même village, quelle différence de réaction de la boule avec un exit haut et bas? Ben, il y en a une qui roule et puis une qui glisse, hein. Ouais, donc tilt élevé, ça va aller très très loin, ça va glisser loin, ça risque de casser fort. Et un tilt bas, ça va rouler plus tôt et ça va être plus Donc, stable à la fin. c'est le break qui va être avancé pour le tilt bas et qui va être reculé pour le tilt haut. Et il te dit qu'il dit même nous, perceurs, avons tendance à proposer des boules trop agressives à nos clients. C'est parce que c'est pas facile de leur dire non. Non, mais c'est vrai ça fait aussi plaisir. On en avait parlé un peu la dernière fois sur les erreurs à pas faire, et en fait, on reste toujours dans je veux une boule qui casse, je veux une boule qui casse ou qui finisse fort, parce que aussi c'est en termes de confiance. Quand on lance la boule et quand elle revient, bah voilà, on sait qu'on va pouvoir faire des erreurs, on sait qu'on va pouvoir écarter. Mais après, Tony, c'est pas nécessairement une erreur, hein, c'est parce que aussi on a envie de faire plaisir aux clients. Par contre, ça devient même une erreur lorsque le joueur va commencer à faire des compétitions de haut niveau, où là, faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que effectivement, même si le joueur dit, parce que j'ai eu le cas et je le salue parce qu'il est encore au travail. Sylvain, qui lui avait tendance à mettre, à crocheter sa boule et à mettre beaucoup de rotation, donc plus de rotation que de vitesse. Ben, j'ai pas eu du mal, mais je lui ai fait comprendre que je dis, il faut que tu aies une uréthane, quoi, dans ton arsenal, quoi. Une uréthane, ça va t'aider, quoi. Arrête d'avoir des boules qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent, parce que t'as pas besoin de ça dans ton jeu, quoi. Et puis, en plus, ça coûte moins cher. Donc, voilà. Voilà, voilà. On enchaîne. Donc, on enchaîne là tout ça pour finir donc avec quelle boule. Une fois qu'on aura défini en fait les paramètres du joueur, c'est quel type de boule on va définir. Et notamment, on va définir la boule de référence. Donc, la boule de référence qui va être liée aux paramètres du jeu du joueur, à son compromis vitesse rotation, et donc ça va être la boule de base, qu'on appelle aussi benchmark ball. Oui, on en vient. Voilà, Alors, benchmark ball, c'est ce qu'on peut voir. le joueur n'a pas d'arsenal encore. On essaie d'abord lui conseiller d'abord une boule de sper, et puis après une boule qui lui servira de boule de référence, et puis après on construit autour, quoi. Ouais. En fait, l'évolution, c'est qu'effectivement, on commence à jouer, donc on va prendre une boule de sper pour apprendre à jouer.
On va éviter l'erreur de tout de suite mettre une boule qui tourne. Donc parce qu'il faut travailler un petit peu, et notamment ce qui est le plus important, la base de la scorabilité, ça reste quand même les spares. Donc apprivoisez vos spares, apprenez à faire vos spares, et après on va commencer à augmenter le pourcentage de boules supérieur à 8 sur le premier lancer, à être plus souvent dans la poche. Et donc dans un premier temps, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut apprendre à être précis, régulier et à s'orienter sur la trajectoire. Et là, on va commencer à prendre la boule de référence. Et puis après, dès qu'on va commencer à jouer en ligue assez régulièrement, on l'avait vu, GG, avoir 3 boules dans son sac, 4 boules. Donc, boule de spare, boule de référence, une plus agressive, une moins agressive. Et puis après, dès qu'on commence à faire des tournois un peu partout sur le territoire, voire même à l'étranger, on peut augmenter son arsenal jusqu'à 6 boules. Claude qui nous dit salut Claude. Possible d'avoir un exemple d'arsenal type sur 6 boules, compris la boule de spare. Ça, on l'a pas prévu ce soir, mais on l'avait vu. Sur, il me semble que, en fait, on ne parle pas du nom des boules ni des fabricants, on parle des réactions. Ouais. Donc, on vous donne 6 types de réactions. Hein, Et ces types de rations sont variables en fonction du compromis vitesse-rotation du jeu du joueur. voilà. Ça, la dernière fois, on en avait parlé, on avait montré un arsenal de 3 boules, 4 boules et 6 boules, si je me souviens bien. Ouais, ouais, ouais. Hein. 5 boules. Parce qu'il y a Ouais. toujours la boule de spare en plus. Ouais. Ouais. Je regarderai si je retrouve pas le. Je sais pas si je vais l'avoir là. Voilà. Mais je t'invite à voir le dernier live qu'on a fait. Je crois que c'est le 18. On montre Oui, les propositions, différentes propositions d'Arsenal. Et donc l'utilisation de l'arsenal, on va prendre en compte ce qu'on va observer sur la piste et donc ce qu'elle nous demande. Donc si la piste, est évident que si la piste elle nous apporte beaucoup de friction, donc on va plutôt privilégier une boule qui va être faible, en tout cas pas une boule qui va être agressive. Peu de friction, on va privilégier une boule forte. Une réaction forte en fin de piste, on va privilégier une boule à réaction douce. C'est une réaction douce en fin de piste, on va plutôt privilégier une boule à réaction angulaire. Donc ça c'est intéressant parce que on en parlera sur les ajustements tactiques. C'est qu'est-ce qu'on va regarder sur la piste. On va regarder comment la boule se comporte en fait. Et donc est-ce qu'elle va avoir un break tôt? Est-ce qu'elle va avoir un break tardif? Et donc ça, c'est la première chose. Et vous allez voir qu'après, avec l'entraînement, c'est assez facile à faire. Donc, est-ce que la boule roule tôt ou est-ce que la boule glisse loin? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment elle réagit en fin de piste. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une réaction qui va être forte ou est-ce qu'elle a une réaction qui va être douce? Et là, c'est comme un ordinateur. Hein. Vous rentrez ces données-là, tac, 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 et après, ça va vous donner le type de boule et la façon de jouer qui va être plus approprié sur la piste. Donc, vous comprenez bien que si la piste, par exemple, vous jouez à 0, donc à 0, normalement, ça glisse et ça casse. Donc là, vous commencez à jouer et là, vous avez des pistes qui glissent très très loin, mais par contre, qui vont casser très très fort. Si vous jouez avec une boule Pearl, ça va encore amplifier encore plus cette réaction-là. Donc là, il vaut mieux prendre quelque chose qui va rouler tôt, parce que les pistes, naturellement, et le village vont glisser loin, et plutôt quelque chose qui va avoir une finition douce pour garder le contrôle. Inversement, si vous arrivez en fin de compétition et que là, les têtes de piste sont asséchées, donc ça se met à rouler très tôt, et qu'au bout, il n'y a pas beaucoup de finition parce qu'il peut y avoir un petit peu de transfert, mais généralement, il y en a pas tant que ça. Mais en tout cas, la boule finit moins. Là, on va prendre une boule qui va nous permettre de pouvoir sauter cette partie sèche, de pouvoir passer dessus. Donc, peut-être là, une Pearl ou peut-être
peut-être une hybride, passer au 4000 par exemple. Et là, on va chercher plus de finition. Donc là, une Pearl, ce serait l'idéal. Voilà. Et donc, remarque, mais souvent les joueurs confondent de ce que la boule demande et ce que je veux faire. Ouais. Demande, oui. Ouais. Voilà, donc ça c'était la dernière diapo. Il n'y a pas plus de questions que ça. Bonsoir Henriette, elle vient d'arriver. Hop, et là on va étudier donc les fiches d'Arsenal que certains d'entre vous nous ont envoyées. Et vous allez voir, c'est assez facile en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'être expert. Et puis après de vous-même, vous allez une fois que vous avez tout noté sur votre Arsenal, vous allez voir en fait. Euh, déjà, votre arsenal, vous allez avoir une vue directe dessus. Vous allez vous apercevoir si vous avez des doublons ou pas, si vous avez une boule de référence. Et puis, vous allez aussi peut-être vous dire, ah bah oui, effectivement, j'ai des problèmes sur les pistes huilées. Bah, je m'aperçois que j'ai pas vraiment une boule qui est faite pour ça. Ou j'ai des problèmes pour les pistes sèches. Bah, je m'aperçois que là, dans mon arsenal, j'ai que des boules qui roulent, ben peut-être que ce serait pas mal d'avoir une autre matière ou d'avoir peut-être un autre type de RG de différentiel. Alors le premier cas, je ne sais pas s'il nous écoute, il m'a dit qu'il serait là ce soir, bon, peu importe, c'est la fiche de Claude Méry. Donc voilà la fiche qu'il nous a envoyée. Donc lui, il a une vitesse 23 avec des rotations de 155. Donc lui, il a un compromis vitesse-rotation qui est équilibré, mais qui est plutôt faible. Donc dans son sac, il a 3 asymétriques, ce qui est pas mal par rapport aux rotations. Il a 2 symétriques, il a une hybride de solide de Pearl, il a 3 bas RG et 2 moyens. Donc il a pas de RG élevé notamment, mais bon, il n'y a pas trop de nécessité à ce qu'il en est. Et différentiel, 3 moyens et 2 élevés. Et donc lui, il nous avait dit, parce qu'on leur a envoyé un petit questionnaire, savoir quel était pour les gens leurs besoins et quelles étaient leurs difficultés, sur quel type de conditions de jeu ils avaient des difficultés. Et donc, les conseils qu'on pourrait donner à Claude, je vais revenir après sur l'Arsenal. Il a une Fearless de la mettre au 2000. Claude, ça, c'est un joueur qui modifie pas mal ses surfaces quand même, qui a pris l'habitude d'utiliser les abras longs. Et lui, il a des difficultés sur les huilages longs et huilés. Donc, il peut modifier les surfaces, donc à mettre au 1000 la défiant. Et il a une DV8 Hitman avec un différentiel fort. Donc, il pourrait, on avait vu ensemble avec GG, hein, qu'il pouvait enlever le polish et la mettre au 2000. Donc, la Fearless, tac, 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 là, il peut la mettre au 2000, qui peut être sa boule de référence. Hein. Ouais, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, j'ai mis en rouge les années de fabrication des boules. Donc, chez la plupart des joueurs, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de boules anciennes, donc très souvent usées, hein, ce qui peut expliquer le manque d'efficacité. Ouais. Dans les surfaces, je vous ai mis l'état de surface d'origine. Claude, il a modifié ses surfaces, alors pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, par rapport à sa vitesse. Hein. Par exemple, la défiant, elle était au 3000 au départ, lui il l'a mis au 2000, donc elle va être plus agressive, et il n'a pas beaucoup de vitesse, donc je ne suis pas sûr que ça soit le bon choix. Hop. Et donc, si, hein, vous voyez, on vous a mis pour les RG, les différentiels et les masses BIA des indications bas, moyen, moyen, comme ça vous permet de voir tout de suite hein, ce que vous avez. Et si on revient à la page suivante, Eric, ouais. au conseil, voilà, donc la défiance, ça serait plutôt pour les pistes très huilées en la mettant au 1000. Et la Hitman, qui est une asymétrique,
avec un différentiel fort, ça serait bien pour jouer sur des huilages longs pour que la boule elle finisse. Et ce qui lui manque, c'est une évidence, hein, puisqu'il n'a pas beaucoup de vitesse, c'est une résine uréthane. Ouais, il pourrait lui manquer, on pourrait lui conseiller d'avoir une uréthane dans son jeu. Ouais. Le deuxième cas, donc c'était Joël. Donc Joël nous écoute. Alors, il a un arsenal qui est un peu plus étoffé. Mais ce qu'on voit tout, c'est que eh ben, son arsenal, il y a longtemps qu'il l'a. Donc, je suis pas sûr que ces boules soient très efficaces, à moins qu'il les fasse resurfacer et étuver régulièrement. Donc, vitesse 22, rotation 223. Donc, il a un peu plus de rotation que de vitesse, même si c'est pas mal, hein, c'est pas mal équilibré. Par contre, il a 6 asymétriques et 3 symétriques. Avec ce genre de vitesse de boule, les asymétriques, c'est pas très conseillé. Donc, ça serait mieux s'il avait 3 asymétriques et 6 symétriques, hein, par rapport à sa vitesse. Il a 4 solides, il n'a pas de pearl, alors qu'il n'a pas de vitesse. Donc, vous voyez, tout ça, ça met en évidence des lacunes. Il a 5 bas RG alors qu'il n'a pas beaucoup de vitesse. Vous voyez, différentiel 4 différentiels élevés alors qu'il n'a pas beaucoup de vitesse. Alors vous voyez, tout ça, ça permet de dire, ben là, l'arsenal pour lui, pour sa vitesse de boule, bon, c'est pas top, quoi, hein. Alors, comme Eric, ce soit Claude ou Joël, il faut absolument qu'il travaille sur la vitesse. Ouais. Une petite remarque de Martial que je salue. Boule ancienne, vu les prix des boules, on peut pas tout renouveler son matos chaque année. Sauf que là, c'est pas un renouvellement tous les ans parce que les boules, on voit pas là, mais 2011, 2011, 2015. Donc, on ne demande pas, bien entendu, de renouveler tous les ans parce que ça a un coût. Et vu le contexte en ce moment, bah, il y a pas d'intérêt à renouveler. Mais Non, mais notamment, ce qu'on pourrait conseiller, le but, c'est pas d'avoir que des boules récentes. Le but, c'est en tout cas que la boule de référence, elle soit pas trop usée. ouais, Parce que si je reprends le cas Anthony qui nous disait d'avoir une boule asymétrique pour un jeu à deux mains qui a beaucoup de rotation. Et dire, je pense que d'avoir une solide dans son sac, effectivement, c'est pas approprié par rapport à son jeu, mais s'il va en avoir une, on sait jamais, ça peut le sauver sur certaines conditions de jeu. Et c'est une boule qui va pas s'user beaucoup, donc il va pouvoir la garder très très longtemps. Par contre, la boule de référence, c'est notre boule un peu préférée, c'est celle qu'on va utiliser beaucoup. Donc cette boule-là, quand vous allez l'acheter neuve et quand vous allez jouer au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, et Joël nous dit, hein, parce que Joël nous a apporté une réponse, il nous dit, elles sont étudiées régulièrement et resurfacées souvent. Donc ça, c'est super. Ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est vachement bien parce que ça permet de garder toujours cet impact-là. Mais à un moment donné, si on a une boule à acheter, peut-être une boule à changer, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. Et quand cette boule-là, là, parce que là, on parle pas d'années, hein, Martial, on parle de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hein. Donc là, tu peux, enfin, GG, il va répondre à la remarque que je vais faire, mais c'est bien de l'étuver, la régulier, de la nettoyer, resurfacer assez souvent, mais au bout d'un moment, est-ce que si on le fait une fois par an, est-ce que au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce qu'on retrouve la même dynamique? Pas sûr. alors, si tu veux, déjà, il faut le faire plus d'une fois par an. Ça, c'est déjà la première chose, hein. Le resurfaçage, c'est au moins toutes les 120 à 250 parties. L'étuvage, c'est entre 60 et 100 parties. Il faut étuver les boules. Donc, il n'est pas question de le faire qu'une fois par an.
Après, la limite, il y a deux limites. La première, c'est que une fois que vous ne voyez plus le numéro de série, vous n'avez plus le droit d'utiliser la boule, si vous la resurfacez souvent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les boules de 2011-2012 n'ont plus rien à voir avec les résines qui sont sur le marché aujourd'hui. Hein, donc il y a aussi, et les noyaux, il y a vraiment beaucoup d'évolution. Donc ce sont quand même des boules qui sont moins fortes et moins efficaces que les boules actuelles, même si elles ont été resurfacées et étuvées. Et au niveau de l'étuvage, les boules solides vont absorber beaucoup plus de quantité d'huile que les boules polyester, uréthane ou pearl. L'étuvage, il faut le faire tous les mois. Hein, c'est une bonne réponse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Mais tous les mois pour les boules solides, GG, rassure-moi. ouais, non, mais même les hybrides, il y a même certaines pearls qui absorbent beaucoup d'huile. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, c'est très pervers. L'évolution de la réaction de la boule, c'est très pervers parce que c'est très très lent. Hein, ça se fait au fur et à mesure des parties et vous vous en apercevez pas. Et puis déjà, au bout d'un mois, quand vous avez acheté une boule neuve, un mois après, c'est déjà plus du tout la même boule. Alors que si vous l'étuvez et que si vous l'entretenez régulièrement avant les boules d'essai, en passant un abralon, etc., vos boules, elles vont garder leurs caractéristiques beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai des joueurs qui me les donnent une fois par an. Ils s'en vont en vacances, ils me laissent leurs boules, je les refais. Le problème, c'est que quand ils récupèrent leurs boules, c'est plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que la réaction qu'elles avaient avant qu'ils partent en vacances et la réaction qu'elles ont au retour de vacances, ils vont avoir du mal à s'adapter parce qu'il va falloir qu'ils jouent quelques parties avant de comprendre ce qui se passe. Il faut le faire le plus régulièrement possible. Ouais, en tout cas, une fois par mois, je pense pas que les Pro Shops vont suivre GG. Ah bah après c'est aux joueurs de voir, hein, ça dépend quels sont leurs objectifs, surtout combien de parties ils font. S'ils font 3 parties par semaine, c'est évident que tous les mois. Alors, tu conseillerais combien de parties? Bah, 60 parties l'étuvage, Ouais. 150 parties pour le resurfaçage. Ouais. Donc, Ça dépend le resurfaçage. Si les gens ont l'habitude d'adapter leurs boules pendant les boules d'essai, c'est-à-dire d'utiliser des pads pour avancer ou reculer le breakpoint, hein, si vous le faites régulièrement, ben, la bande de roulement elle s'use beaucoup moins, donc vous avez moins à faire resurfacer la boule. voilà. Et puis, pour répondre à une question par rapport à la non-utilisation du matériel et du confinage du matériel, et puis à Jean-Marc qui nous dit qu'il faut un étuvage perso. Donc ça, effectivement, mais on l'a expliqué dans le live, alors je sais plus lequel, peut-être le 16 ou c'était le tout premier live qu'on a fait repris. On explique comment étuver sa boule chez soi. Donc effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le Pro Shop, vous pouvez le faire chez vous. Alors il y avait quelques remarques et notamment une remarque pertinente. Alors Henriette qui lui dit pas sur la boule de référence, en tout cas celle qui est la plus utilisée. On a toujours une boule qu'on utilise plus que d'autres parce que voilà, on aime bien. Mais il y avait une remarque pertinente de Jean-François qui nous disait pour Joël, on voit 2 poids de boules différentes. Est-ce que c'est gênant? Et effectivement, effectivement, on voulait en parler. Parce que Joël, bon, après, de mon avis, tu as beaucoup trop de boules, mais tu as 2 boules en 14 livres et Bah, le reste en 15 livres. Et en plus de ça, tu nous avais indiqué, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que tu as 2 boules de 14 livres qui sont les mêmes. C'est 2 Optimus, donc c'est 2 Pearl. Et donc, elles sont en 14 livres. Donc, si c'est une boule de référence,
peut-être que tu pourras nous répondre. Si c'est une boule de référence, ça veut dire que tu commences avec une 14 livres en boule de référence, et après, si tu dois changer, tu T'as vas une- passer en 15 livres. Donc, ça va être compliqué, le changement de poids. Vaut mieux peut-être le faire dans le sens inverse. Bon, moi, ouais. je conseille d'avoir le même poids partout, mais effectivement, c'est pas judicieux d'avoir des poids de boules différents. Voilà. Et donc, ce qu'on pourrait conseiller à Joël, on va le voir là ici, donc il a peut-être besoin d'une boule de référence et donc on lui conseillerait sa Marauder au 2000 et 120, puis ouais. d'avoir une boule symétrique. C'est comme dit GGG, tu as beaucoup de boules asymétriques avec une vitesse qui est pas, enfin qui est le compromis est assez équilibré, mais tu as quand même un peu plus de rotation que de vitesse, donc symétrique, hybride, un RG moyen, différentiel bas à moyen, donc pas aller sur un différentiel élevé pour pas avoir pour retarder la friction. Et donc c'est une boule un peu passe-partout. Et puis on te conseillerait une boule uréthane si tu as des difficultés comme tu nous l'avais indiqué sur les pistes sèches. Ben, prends-toi une uréthane et en plus une uréthane c'est toujours bon pour l'entraînement parce que c'est en s'entraînant avec une uréthane ça nous oblige à jouer avec plus de précision et de régularité. Et c'est beaucoup moins fragile, ça s'use beaucoup moins quand même que les réactives, hein. Ouais. Euh, Quel est le coût d'un étuvage? Ben, je sais pas. Il faut demander au Pro Shop, mais comme Moi, dit, comme dit euh, Henriette, tu as un étuvage gratuit, tu fais ça chez toi. non, mais si vous voulez, dans les Pro Shop, c'est vrai que la boule, moi, j'ai une étuve dans laquelle je peux passer deux boules. Bon, c'est plus efficace que ce que font en général les gens chez eux, hein. En particulier s'ils mettent ça dans leur four à la place du poulet. Mais bon, moi, l'étuvage, je prends entre 10 et 15 euros suivant ce qu'il y a à faire parce que euh, faut pas que ça dure plus d'une demi-heure si vous voulez chauffer la boule, hein, parce qu'il faut pas chauffer le noyau. Et des fois, on est obligé de repasser la boule plusieurs fois. Donc, il faut la laisser refroidir une bonne heure avant de la repasser une deuxième fois, ainsi de suite, hein, parce qu'il y a vraiment des boules qui absorbent énormément. Et puis des joueurs qui les entretiennent pas, hein, parce que on n'en parle pas souvent, mais il faut absolument que vous essuyez vos boules entre chaque lancer. Il faut que vous dégraissiez la surface de votre boule avant de la remettre dans le sac, hein, ouais, faut que ça devienne des habitudes pour que allonger leur durée de vie, quoi, et la durée de leur réaction surtout. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai quelques réflexions de Thierry qui nous dit j'ai du matériel ancien que je garde pour jouer en ligue, pour m'entraîner. Je l'étue et resurface régulièrement. Comme ça, j'utilise peu les nouvelles. C'est une bonne stratégie. Effectivement, t'as pas, et puis surtout en ligue, tu connais le terrain, tu connais les conditions de jeu, donc tu n'as pas besoin effectivement de nouvelles boules qui vont te permettre de performer. Ça peut être une stratégie de jouer avec des anciennes boules. Non, mais c'est une Effectivement, très bonne réflexion parce que ce que je vois, quand les joueurs ont une boule neuve, eh ben, ils s'entraînent avec la boule neuve. Alors, une fois qu'on la connaît, on n'a plus besoin de s'entraîner avec, mais faut la protéger, quoi. Il vaut mieux jouer, quand on s'entraîne, qu'on travaille des trucs particuliers, jouer avec des boules anciennes qu'avec des boules neuves. Hein, les boules neuves, faut les garder pour la compète. Hein, on voit bien, ceux qui s'entraînent beaucoup, s'ils utilisent leur boule neuve, bah, elles restent pas neuves longtemps, hein. ouais. Patrick qui nous dit mon uréthane doit avoir 30 ans et un roule toujours rond. Tu utilises pour jouer à la pétanque maintenant, c'est ça? Salut Pat. Et Mireille, bon, à part ça, je suis totalement largué et que j'ai pas tout suivi, donc normal, bah oui, il fallait arriver plus tôt, Mireille. Voilà. Donc tu regarderas en replay. Alors Joël qui dit, ok, merci, c'est noté, mais je rappelle que mes boules ne sont pas vieilles en usure, juste en âge, car je n'ai pas joué souvent. Ok, bah c'est parfait. Non, mais Joël, ce que je voulais dire, c'est que les résines de 2011 et les résines de 2020, ça n'a rien à voir, hein. Au niveau de la friction, les boules aujourd'hui, elles génèrent plus de friction. Les noyaux, ils sont beaucoup plus forts, hein, et
si tu veux, le compromis noyau et résine est beaucoup mieux réussi aujourd'hui que par le passé. Les boules aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces que celles d'il y a 10 ans. Alors, on va avoir une autre fiche. Et je suis pas sûr qu'il nous écoute, Philippe. Je lui ai envoyé un mail, mais il m'a pas répondu. Là, c'est une fiche qui est importante et avec des rotations qui sont légèrement au-dessus de la vitesse, avec un bon compromis, hein, mais quand même un tout petit peu plus de rotation que de vitesse. Et là, il a énormément de boules et il nous avait indiqué que lui, il avait des problématiques que sur des conditions de jeu sèches et sur des conditions de jeu huilées. Donc là, ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que tu pourras acheter autant de boules que tu veux. Dans un premier temps, ça va pas. Si tu as des problèmes sur le sec et sur le huilé, ça veut dire que tu as un problème dans ton jeu et notamment sur les compétences tactiques d'adaptation sur différentes lignes de jeu et qu'à un moment donné, la boule, elle peut pas faire. Parce qu'avec tout l'arsenal que tu as quand même 4 asymétriques, 6 symétriques, 3 solides, 7 pearls. Donc, il peut peut-être manquer une hybride, mais peu importe. Tu as 4 bas RG, tu as 2 moyens, tu en as 4 qui sont élevés, ce qui peut être intéressant parce que tu as quand même plus de rotation que de vitesse. Donc, avec tout ça, tu devrais t'en sortir sur du huilé comme sur du sec. Donc, Pour le sec, quoi. ouais, c'est ça. Et puis bon, après, t'as certainement, enfin, tu as des doublons dedans. Et puis à un moment donné, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que trop de matériel apporte de la confusion après. Tout à C'est-à-dire fait. que si vous avez plein de matériel, ben en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer votre temps à vous dire quelle boule je vais jouer et à changer. Et en fait, vous êtes plus au jeu, ça vous sort du jeu, quoi. Et quelquefois, j'ai eu des gens qui avaient oublié leur boule. Par exemple, moi, je vous incite à jouer en ligue qu'avec 2 boules, avec une boule de spare et qu'une seule boule de strike. Ça va vous obliger à améliorer vos compétences et à vous adapter. Et vous ne prenez pas de risque, vous jouez en ligue. Hein. Vous pouvez venir, mais si vous commencez à venir en ligue avec 6 boules, waouh, c'est qu'il y a un souci parce que vous jouez sur un terrain que vous connaissez, les mêmes conditions de jeu. Donc voilà. Et donc ce qu'on pourrait conseiller pour Philippe, pour revenir dessus. Donc on avait dit donc en boule de référence, donc il a une motive, donc la passer au Oui, demi, modifier la surface. de référence, donc celle qui pourrait lui servir de boule de référence, c'est la ripcord en la passant en 2000. Voilà, c'est ça, ouais. Et on peut lui proposer comme boule de référence aussi, c'est d'avoir une hybride symétrique au 2000 avec un RG moyen, un différentiel moyen. Voilà, et Ouais. avec ça, ça va passer tout seul, pas de souci. Et vraiment, s'il a des difficultés pour les pistes huilées, bah, il peut prendre sa poison là ou le prisme warp. Et Avec ça, normalement, hein, ça devrait rouler. si tu veux que Philippe ne change pas, n'adapte pas la surface de ses boules, parce que la poison et la warp, s'il les met au 1000, voire au 500 s'il faut, euh, il va pouvoir jouer sur les pistes très huilées. Hein. C'est clair, c'est clair. Pas de doute par rapport à ça. Et donc, si tu as des difficultés, comme tu nous avais indiqué sur piste sèche, bah, tu peux prendre une uréthane. Surtout que tu as plus de rotation que de vitesse, donc prends une uréthane. Ça te Alors conviendra mieux. pour l'uréthane, évitez quand même la pitch purple, hein, parce que elle est vraiment méchante. Hein. Prenez plutôt une uréthane moins méchante, quoi. Hein. Jean-Marc, je sais qu'il nous écoute, Jean-Marc. Alors Attends, lui, déjà, Joël, pour répondre à ta question, tu peux, la présentation, elle sera en PDF sur le site, donc tu pourras la télécharger. Sinon, tu nous envoies un mail. Voilà. alors, ce qui est intéressant avec Jean-Marc, c'est que là, on commence à avoir une vitesse correcte. Hein, les deux précédents, Joël et Claude, bah, ce qui leur manque, c'est de la vitesse. Donc, je les encourage à travailler. Ça leur permettra de s'adapter beaucoup plus facilement, hein, d'augmenter leur vitesse de boule.
Donc là, il a un équilibrage. Son compromis, il est équilibré, donc ça va, hein, pas de problème. Bon, les boules, bah, elles sont pas toutes jaunes non plus. Euh, il a 3 asymétriques et 2 symétriques. Alors, ce qui est bien avec Jean-Marc, c'est que lui, sur ses fiches, il met, vous voyez, sur la partie droite de la fiche, un indice de glisse, de réaction en fin de piste et de hook. Donc ça, c'est sur BTM, vous avez donc des échelles, hein, de glisse, de réaction en fin de piste et puis de hook pour toutes les boules qui sont données à tester. Donc c'est intéressant avant d'acheter une boule de regarder un peu sur BTM. Hein, vous l'avez sur mon site, il est à jour, je l'ai mis à jour cette semaine encore. Donc ça vous donne une idée précise, hein, de ce que peut faire une boule. Donc là, bah, c'est pas trop mal ce qu'il a. Alors il avait quoi comme problème, notre ami Jean-Marc? Jean-Marc, il a un bon arsenal qui est cohérent. Si tu veux, Ouais, il y a il pas de avait souci. sur les pistes très huilées et les villages longs. Ouais, et il avait un manque de boules de référence. Donc, il a track latitude. On lui proposait de modifier la surface, de la mettre au 2000. Et Ouais. puis, s'il a des achats à faire, donc on lui proposait, là je l'ai mis en gros, voilà, d'avoir une hybride symétrique au 2000 avec un RG et différentiel moyen. Avec ça, parce il a pas d'hybride. Il a 3 Pearl et 2 solides. Et en option, pour les pistes huilées, vraiment en option, de prendre une boule agressive. Donc là, on y va, là, dans l'asymétrie, RG bas, différentiel élevé et type solide, qui va peut-être pas utiliser beaucoup, mais qui pourra peut-être utiliser lorsqu'il faut notamment monter les lignes de jeu, donc retrouver de l'huile sur le milieu de piste, voire aller à gauche le milieu de piste, et puis pouvoir traverser la piste et quand même avoir cette finition forte d'une boule solide et asymétrique. Voilà. Donc ça pourrait complémenter son arsenal. Mais son arsenal est quand même assez cohérent avec un compromis vitesse de rotation qui est assez bon. Voilà. Alors, on revient à sa fiche. Ouais. Voilà, donc vous voyez, dans la colonne hook, donc il a une boule qui est à 62, donc qui est très agressive quand même, hein, la halo. Il a une boule à 52 et une à 55. Donc ce que j'ai vu moi sur la fiche des joueurs en général, c'est qu'on retrouve énormément de boules entre 52 et 56. Hein, OK. et après, bien sûr, il faut regarder la longueur de glisse. Hein, là, on voit que la halo, bah, elle attaque très tôt. Vous voyez, la longueur de glisse est assez courte, 11. Bah, la hypercell skid, bah, c'est celle qui glisse le plus loin dans ses boules à lui. Par contre, c'est celle qui a une forme de réaction la plus importante. Vous voyez, 18. Hein. Et par contre, ces 3 formes de réaction sont identiques. Ouais. Vous voyez. Donc, dans l'arsenal, il faut tenir compte de tout ça. Hein. Ouais. Si vos boules, d'après BTM, elles font la même chose, elles glissent à peu près à la même longueur, elles ont la même réaction et à peu près le même hook, bah, c'est pas la peine de dépenser 300 euros. Hein, vaut mieux acheter des boules qui sont quand même un peu plus différentes de ce que vous avez déjà. Sauf si elles sont très usées. Ouais. Donc voilà pour Jean-Marc. Je sais pas si on a répondu à tes besoins et tes demandes. Il y a Henriette qui nous dit c'est super bien BTM, mais cela ne donne les infos que pour les 15 livres, soit compliqué pour les filles. La majorité joue en 14, voire moins. Bon, je comprends que les filles soient peu nombreuses, mais je pense qu'il faudrait s'y intéresser. Ce n'est pas un coup de gueule, mais pas loin. Ok. Donc ça c'est fait. Ça c'était pour
Ça, c'était pour BTM, voilà, pour bien commencer l'année 2021. D'accord. Non, mais c'est vrai que Nous, c'est une attend, c'est qu'Henriette joue en 14 et après, ça va solutionner les problèmes, hein. Mais voilà. toi la semaine prochaine, Henriette, c'est promis. Voilà. Et il nous reste José qui doit aussi être présent parce que il a envoyé une petite remarque à son ami Jean-Marc. Tu as toujours les ongles qui saignent. Voilà. Alors, José, j'ai été trop vite. Voilà sa fiche à José. Donc, lui, il a un compromis vitesse-rotation qui est équilibré avec Un peu un, plus de rotation, ouais. un peu plus de rotation que de vitesse. Il a deux asymétriques, trois symétriques, trois hybrides, une solide, donc il n'a pas de Pearl, quatre RG bas et une élevée, il n'a pas de moyen, et il a Mhm. pratiquement que des RG bas pour quelqu'un qui a plus de rotation que de vitesse, légèrement plus, hein. Et un différentiel bas et deux moyens. Donc déjà un compromis, donc un tout petit peu plus de rotation et donc tu as 4 RG bas. Donc ce serait pas mal qu'il y ait un RG moyen dedans à la place et tu as trois hybrides, une solide et il y a pas de Pearl, donc ce serait pas mal de mettre Bah si, une Pearl. la vapor zone, hein, on l'a Il a oublié. ouais, ouais, La tout vapor à zone, fait. Ouais, qu'est-ce tout qui à est fait. cool, À sans moins doute, que, ça soit plus bas. à moins que ce soit plus bas, ouais. Ouais. Et donc, au niveau de la boule de référence, donc on peut te conseiller la Web Tour et la magnitude 0,55 en deuxième choix. Donc la Web Tour, c'est toi qui lui avais percé dans GG. Mais il n'a pas eu le temps encore de jouer avec, puisque malheureusement les bowlings sont fermés. Mais ce qu'on peut dire par contre sur ces boules asymétriques, euh, donc il n'a pas une très grande vitesse, José, 24. Et ces deux boules asymétriques, elles ont un mass-bia important. Donc c'est des boules qui cassent fort. Hein. Donc ça serait bien s'il avait une asymétrique avec un mass-bia un peu Plus moins. faible. Mais bon, avec sa vitesse de boule, je lui conseille pas d'acheter trop d'asymétrique, hein. Il vaut mieux qu'il ait des symétriques. Ok. Et donc, si tu lui conseilles la Web Tour en boule de référence, tu modifies la surface un peu ou pas? Non, elle est au 1500, donc bah, il verra, mais peut-être 2000, mais 1500, c'est bien aussi, hein. Et si on regarde la dernière colonne à droite, attends, reviens, la dernière colonne à droite, j'ai rajouté le classement BTM. Donc j'ai mis la longueur de glisse, 11, 16,5 la forme de réaction, 55. Donc on voit que le hook de ces quatre boules, là, vous voyez, c'est entre 55 et 58. Donc Hmm. il y a beaucoup de similitudes, hein. Les longueurs de glisse, il y en a deux qui attaquent tôt et deux qui glissent loin. Et la forme de réaction, les quatre formes de réaction, elles sont presque semblables. Vous voyez, 16,5 à 18. Hein. Ok. Donc, Donc, on pourrait dire que après, ce qui change, c'est la coque, en fait. ouais, ben la Pearl, elle glisse loin et c'est elle qui casse le plus fort, tu vois, 18, hein, Ouais, la Vapor Zone. ouais. Et Et la donc, en dessous, parce que tu as à peu près les mêmes caractéristiques hein, entre la Vapor Zone et la Zing, ouais, sauf que ce qui change, c'est que tu en as une qui est Pearl et l'autre qui est hybride. ouais, mais aujourd'hui, alors, faut pas trop vous fier maintenant à ça parce qu'il y a des Pearls qui sont très agressives, il y a des Ouais, hybrides qui sont aussi agressifs que des solides. Donc, ça commence à, voilà, faut faire attention quand même, hein. d'accord. Et donc, lui, ce qu'on pourrait lui conseiller, parce qu'il avait un besoin en piste huilée et huilage long, Ouais. donc une solide asymétrique au 1000, bas RG, un différentiel élevé donc pour les pistes huilées et pour les huilages longs, plutôt à une surface Au au, 2000, ouais. au 2000, ouais, voire au 1000 peut-être aussi. Bah, faut faire attention parce que
Ça dépend quelle partie de la piste tu vas jouer sur le villageon. Au début, oui, peut-être, mais en fin de série, sur un villageon, si tu es au 1000, tu ne pourras pas. Il y a une remarque de Tony qui nous dit José a besoin d'une asymétrique haut qui casse car il met beaucoup de roule très haut, presque sur tous ses doigts. Ouais. Donc Oui, nous, on lui avait conseillé effectivement une solide asymétrique. on a besoin aussi de savoir où vous positionnez, ce que je disais tout à l'heure, vous placez votre axe de rotation. Est-ce que vous faites rouler? Est-ce que vous faites glisser? Hein, voilà, ça intervient sur le choix des boules. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Marc hein. Ouais. Henriette qui dit non en 13. On sait que tu joues en 13, Henriette. On va, ça va être ta résolution de. Henriette, en 2021, elle joue en 14. Voilà, c'est clair. Alors, il y a Guillaume qui nous dit il y a également le site 1, 2, 3 Ball. Je ne connais pas ce site. Et surtout Bowling BTM pour les comparaisons de boules, notamment avec les graphiques en fonction que longueur et coque. Ouais. Tac, tac, tac. Voilà, ta solution, Henriette, pour l'instant, sur 1, 2, 3 Ball, tu trouveras en 13 livres. Sinon, boule hors journal. Il y a Anto qui nous fait une réflexion sur les différences entre les deux hybrides, la Zing et la Work. Je ne connais pas la Work. Une avec une finition 3000 RG élevé qui glisse plus que celle qui est en RG haut. Anto, il est toujours au taquet. OK. C'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile parce que là, ils comparent des boules qui ne sont pas du même fabricant. Donc, elles peuvent avoir des caractéristiques qui se ressemblent et avoir des comportements sur les pistes qui sont complètement différents. Donc, personnellement, je préfère, en particulier pour les joueurs de ligue, hein, après, si on parle de joueurs de haut niveau ou de joueurs des équipes nationales, c'est différent. Mais moi, je préfère que on reste sur un fabricant parce que là, c'est beaucoup plus facile de trouver un arsenal étagé que prendre une boule chez l'un, une boule chez l'autre et une autre boule chez un troisième. On sait pas du tout comment ça va se passer, comment elles vont se positionner les unes par rapport aux autres. Parce qu'en fait, on ne connaît pas la matière chimique. C'est de la chimie, hein, la résine. Oui, mais si tu veux, tu peux dire Pearl, mais une Pearl Storm, ça va être différent d'une Pearl Brunswick. Pardon, parce que la matière va être différente en fait. Il y a des pearls qui glissent très loin, il y a des pearls aujourd'hui qui deviennent très agressives. Donc il faut quand même vous renseigner avant. C'est pour ça que BTM, ça vous donne vraiment des informations complémentaires. Il y a Thierry que je salue. Il faut payer pour accéder à BTM. Alors oui, il y a un abonnement. Mais comme le disait GG, lui, il reprend des articles de BTM qui traduit et qui met sur son site, c'est gratuit, et notamment la comparaison des boules, tu l'as en français, et tu peux aller voir sur le site AGG, tu le verras sur la dernière diapo, son site. Salut Polo! Comme vient de dire Gérard, chaque matière de boule peut avoir les mêmes réactions, solide hybride, hybride pearl, donc c'est assez compliqué de choisir une matière de boule. Bonsoir à vous deux. C'est vrai que c'est compliqué de. Ça devient de plus en plus compliqué là, parce que. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien vous renseigner avant d'acheter une boule, hein, parce que. Voilà, et donc la réflexion qui va conclure, le matériel est une chose intéressante, mais est-ce que ces joueurs travaillent leur jeu? Est-ce qu'on travaille le jeu pour avoir une régularité gestuelle? Et comme on disait, effectivement, c'est que le matériel fait pas tout.
et ça va pas remplacer les lacunes technico-tactiques qu'on peut avoir dans son jeu. Ça peut que optimiser ce que l'on sait faire. Donc, si on sait rien faire, eh ben, ça va optimiser rien du tout. Si on sait faire beaucoup de choses, le matériel va optimiser beaucoup de choses. Voilà. Tony qui nous dit des hybrides 70% Pearl, 30% solide, très différentes d'hybrides 70%, 30% c'est Pearl. Tout à fait, Tony. Effectivement, tu as raison. Vous savez, c'est pas 50-50. Hein, Donc, Alain, que je salue également, je suis d'accord avec toi, GG, il faut percer des boules de même marque, sinon ça devient compliqué. Ouais. bah, disons que c'est plus facile. Alors, si vous voulez une ou deux boules de marques différentes, il y a pas de souci. Mais votre trame principale, pour moi, il vaut mieux que ce soit le même fabricant parce qu'elles vont vraiment être différentes les unes des autres. Ok. Eh ben, écoute, on a fait le tour, GG. Ouais. 1 heure et demie. Euh, je Bien vais, raisonnable. ouais, on devient raisonnable, quoique après, on pourrait y passer la soirée. Notre prochain rendez-vous, donc ce sera jeudi prochain, 14 janvier. Et donc là, on va s'occuper de vous, mesdames. Donc on vous enverra un petit mail. Et donc on parlera des fiches de On manque certaines un peu dames. de dames. Hein. On n'en a que trois pour l'instant. Ouais, on peut en avoir plusieurs, mais Dont Nadine Robert, je lui ai envoyé un mail parce que j'ai pas sa vitesse de boule et j'ai pas ses rotations, donc ça va quand même être difficile de la conseiller sur son arsenal. ouais, si on n'a pas le compromis vitesse-rotation, c'est compliqué pour désigner une boule de référence et de construire un arsenal. Ça peut être un peu compliqué, ouais. Bon, alors les filles, envoyez-nous vos fiches dans la semaine. Voilà, je vais faire une demande sur des. Et puis je verrai s'il y a, j'ai une conférence, j'ai une visioconférence avec des joueurs de collectif la semaine prochaine. Là, on va parler de la gestion des boules d'essai Oui. et puis sur la topographie. Donc je leur demanderai s'il n'y en a pas un qui a une fiche d'Arsenal. Je demanderai à Valentin ou Gaëtan s'ils n'ont pas une fiche d'Arsenal à nous proposer. Voilà, et ben écoute, merci beaucoup. Je vais juste enchaîner aussi sur cette diapo où là vous allez retrouver tous les éléments. Donc sur le site fédéral où vous allez pouvoir télécharger les présentations. Sur la page YouTube, si vous voulez revoir bien entendu tous nos lives précédents. Le livre bowling, si pour ceux qui ne l'ont pas. Si vous voulez nous envoyer un mail, donc vous avez nos adresses mail et n'oubliez pas le site à AGG, bowlinganalyse.fr. Vous allez retrouver toutes les informations concernant notamment les boules et les caractéristiques BTM. Voilà. Voilà. Et ben merci GG, merci à vous toutes et merci à Eric, vous tous. il a fait un gros boulot là. J'ai pas compris ce que tu as dit, GG. Je te dis merci parce que tu as fait un gros boulot pour m'aider à préparer ce Oui, oui, 19. oui. Ben, écoute, c'est pas fini. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est chauffé là avec les garçons. Effectivement, ça a pris du temps parce qu'après, bon, voilà, il faut arranger, il faut mettre ça sur les slides, il faut que ce soit assez gros. Voilà. Mais ça nous a bien échauffé pour les filles parce que les filles, il va y avoir deux fois plus de réflexion. Voilà. Ça nous a Parce donné que des idées. ça nous a donné des idées. Et je pense que le niveau d'exigence chez les filles va être un peu plus élevé que chez les garçons. Voilà. Oh, elles vont porter, hein, les filles. Là, ça va être. Ouais, elles sont au taquet. En tout cas, merci pour vos correspondances, merci pour vos remarques, hein, parce que on reçoit pas mal de mails et de messages déjà de remerciements, mais aussi sur des conseils sur les fiches d'Arsenal et autres. Donc voilà. Et donc le prochain live, donc on continuera sur les fiches d'Arsenal des dames.
On va commencer à parler de l'environnement parce on vous l'a expliqué que l'arsenal, ça fait pas tout, mais c'est aussi comprendre notre environnement, ce qu'il y a sur les pistes. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas fini avec vous en 2021 parce que toutes les compétences tactiques, c'est la boule sur la piste, c'est comment on observe, comment on peut s'entraîner. Ensuite, quelles compétences tactiques je peux mettre en place sur la vitesse, sur la profondeur de pose, sur les différentes lignes de jeu, sur les différents axes de rotation. Donc tout ça, ça va prendre plusieurs lives. Et puis il va rester un point parce que là on a vu le matériel, on va voir tout ce qui est la tactique et avec l'environnement. Et puis après, il va rester vous, il va rester l'humain en fait, hein. Et l'humain, la gestion des émotions, et c'est vous, comment vous préparez vos lancers, la routine, etc., etc. C'est le Voilà. mental. Donc Henriette qui nous dit qu'elle sera pas présente le 14 janvier parce qu'elle sera sous les cocotiers. Et sous les cocotiers, il y a pas de connexion sous les cocotiers. Voilà. Bon, eh ben, écoute, on verra comment on s'organisera. Euh, Peut-on vous envoyer une fiche plus tard pour une critique en PV? Oui, oui. Après, vous pouvez nous envoyer des fiches. Il y avait Ralph aussi qui va peut-être m'envoyer sa fiche. Voilà, Polo qui nous dit attention, vous allez finir par être exigeant dans vos lives. Bonne soirée, bonne année. Mais soyez exigeants, mettez-nous la pression. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, hein, Polo. À chaque live qu'on fait, on travaille dessus et on essaye que ce soit le mieux. Mais si vous avez des idées sur des thématiques ou autres et qui peuvent nous mettre un peu dans le jus, pas de souci, ça va nous permettre, nous aussi, d'essayer de On apprend tous les jours aussi, hein. on apprend tous les jours aussi, ouais. Tout à fait. Eh ben, écoute, merci à tous de votre participation. Merci pour vos questions. Et puis, on vous dit à jeudi prochain. GG, bonne soirée à toi. Oui, ben, je vais attaquer l'apéro, hein. Oui, bah, écoute, pas de souci. Bah, pas moi, toi. Je suis resté calme. Voilà, Ah, après les fêtes, bien fait. j'ai pris des bonnes résolutions. J'ai vu qu'Alain m'avait envoyé une photo de lui en jogging. Il m'a dit, ça y est, qu'il avait pris des bonnes résolutions. Alors, il m'a incité et donc j'ai repris le jogging. Voilà. Bon. À jeudi Merci prochain. à toutes et à bientôt alors. À la semaine Ok, prochaine. ça marche. Bonne Allez, soirée à tous. Ciao, ciao. ciao.